Je me souviens parfaitement de ce dimanche de midi, dans la belle maison de mon fils, située dans un quartier résidentiel tranquille près de Lyon. Le soleil traversait les grandes baies vitrées et illuminait la cuisine où je m'activais depuis le matin. À 67 ans, mes jambes me rappellent parfois leur âge, mais préparer un déjeuner pour Richard, Vanessa et mes petits-enfants Pierre et Sophie restait pour moi une joie profonde. Je voulais leur offrir un repas chaleureux, comme ceux que je faisais lorsque Richard était encore un petit garçon. Je remuais la sauce, surveillais le four et préparais les légumes en pensant déjà à leur sourire autour de la table. Puis la porte a claqué. Vanessa est entrée comme une tornade parfumée, ses talons claquant contre le carrelage immaculé. Elle a jeté un coup d'œil autour d'elle, un regard qui ne cherche pas à comprendre, mais à juger. Elle a soufflé bruyamment, pointant du doigt une pelure de pommes de terre tombée au sol, une goutte d'eau près de l'évier, un torchon légèrement de travers. Je la connais, cette manière qu'elle a de faire du moindre détail une faute impardonnable. Je me suis retenu de répondre. Je voulais préserver la paix. Mais soudain, tout a basculé. Elle s'est mise à parler plus fort, puis à crier. « Tu es lente, tu es vieille, tu ne sers à rien, tu n'es qu'un poids, sors de ma cuisine. » Ces mots ont frappé mon visage comme une gifle glacée. Dans l'embrasure de la porte, Richard était là, immobile, silencieux, le regard fuyant. Et derrière lui, mes petits-enfants, Pierre et Sophie, me regardaient avec ces yeux ronds d'enfants qui ne comprennent pas encore la cruauté, mais qui la sentent. J'ai senti mes mains trembler, pas de colère mais d'humiliation. Je les ai passées sous l'eau du robinet, puis je les ai séchées avec le torchon que j'avais moi-même brodé pour Noël. J'ai plié ce torchon avec soin, comme pour reprendre une part de moi que Vanessa fouillait du regard sans jamais voir. Je me suis penchée vers Pierre et Sophie, j'ai embrassé leur front et je leur ai murmuré que tout allait bien. Je n'ai pas regardé Richard. Je n'avais pas la force de voir son silence en face. J'ai attrapé mon sac et je suis sortie, laissant derrière moi l'odeur du poulet rôti et le bruit métallique de la colère de Vanessa. En refermant la porte, je me suis sentie vide. Le chemin jusqu'à l'arrêt de bus m'a paru long. Trop long pour une femme qui venait de perdre quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû perdre. Le respect de son propre fils. Mais la douleur, parfois, se transforme en lucidité. Et cette lucidité m'a frappée en plein cœur. Cette maison, ces dépenses, cette vie de luxe qu'ils affichaient comme un trophée, tout cela reposait sur mon argent. Mes studios loués avec patience, mon compte joint généreusement alimenté, ma carte Gold que je leur avais laissée pour les urgences, mais qu'ils utilisaient comme un robinet sans fin. Je me suis assise sur le banc à l'arrêt de bus et j'ai senti quelque chose se redresser en moi. Un fil tendu pendant des années venait de se rompre, mais ce n'était pas moi qui tombais, c'était ma patience. Le lendemain, la banque serait ouverte, et sur tous les contrats, sur toutes les autorisations, sur toutes les responsabilités financières, c'est mon nom qui est écrit en premier. Je ne suis peut-être qu'une vieille femme pour Vanessa, mais dans les yeux du système bancaire, dans la réalité froide des chiffres, je suis la seule propriétaire de leur confort. En attendant le bus, une pensée s'est imposée en moi, ferme, solide, presque tranquille. Lundi matin, je vais agir, sans crier, sans me plaindre, sans pleurer. Je vais remettre de l'ordre, le genre d'ordre que la vie exige lorsque le respect disparaît. Puis le bus est arrivé, et avec lui, le début de ma nouvelle vie. Et avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou de quel pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Le lundi matin, je me suis réveillée avant même que le soleil ne colore le ciel. Je n'avais presque pas dormi, mais je me sentais étrangement vivante. J'ai pris une douche longue, j'ai mis mon ensemble de lin beige, celui qui me donne l'air d'une femme qui sait exactement ce qu'elle fait, et j'ai appliqué un léger rouge à lèvres. Ce n'était pas de la coquetterie, non. C'était une armure. À 67 ans, il faut parfois se fabriquer une dignité visible pour que le monde vous écoute. En sortant de chez moi, l'air frais du matin m'a accueilli comme une promesse. J'ai marché jusqu'à l'agence bancaire du quartier, une petite succursale où l'on me connaît depuis des décennies. À travers la vitre, j'ai aperçu M. Martin, le directeur, en train de ranger ses dossiers. Lorsqu'il m'a vu entrer, son visage s'est illuminé d'un sourire sincère.
Madame Marie-Lourdes, quel plaisir de vous voir si tôt. Tout va bien? J'ai hoché la tête, mais ma voix était ferme. Monsieur Martin, j'aurais besoin de faire un point complet sur mes comptes. Je voudrais consulter les extraits du compte joint, les dépenses liées à la carte Gold et l'état de mes placements. Il a compris immédiatement que quelque chose n'allait pas. Monsieur Martin a cette délicatesse rare de ne jamais poser de questions inutiles. Il m'a fait asseoir à son bureau, a lancé quelques commandes sur son ordinateur et, une à une, les feuilles ont commencé à sortir de l'imprimante. Je les ai prises entre mes doigts. Le papier était encore chaud. Ce qui s'y trouvait, en revanche, m'a glacé le sang. Salon de coiffure de luxe, sac de marque, restaurant gastronomique à 200 €, séance de toilettage pour le chien, achat d'électronique dernier cri, bouteille de vin hors de prix, frais divers et futiles. Et ligne après ligne, toujours la même mention, carte Gold, titulaire Marie-Lourdes. Je sentais ma respiration devenir lourde. Pendant que je comptais les centimes pour acheter mon café de marque la moins chère, il vidait mes économies comme si elles coulaient d'une fontaine magique. Toutes ces années à économiser, à réparer mes jupes au lieu d'en acheter de nouvelles, à vivre discrètement pour leur offrir le confort, et voilà le résultat. Je crois que Monsieur Martin a remarqué la façon dont mes doigts serrèrent les feuilles. « Madame, souhaitez-vous que nous fassions quelque chose immédiatement ?» J'ai respiré profondément. Et c'est là que la décision s'est formée, solide, inébranlable. Oui, tout de suite. Premièrement, bloquer les cartes supplémentaires rattachées à la mienne. Celle de mon fils Richard et celle utilisée par sa femme. Blocage total, immédiat. Il n'a pas hésité. Quelques clics, et c'était fait. Deuxièmement, je veux retirer ma part du compte joint et la transférer vers mon compte personnel. Laisser uniquement ce qui vient du salaire de Richard. Je suis parfaitement consciente que le compte passera dans le négatif. Monsieur Martin m'a regardé longuement, comme on regarde une femme qui se relève d'un coup. Très bien, madame. Je procède à la modification. Pendant qu'il tapait sur son clavier, j'ai senti une chaleur monter de ma poitrine jusqu'à mes épaules. Ce n'était pas de la colère, c'était de la reprise de contrôle. Toutes ces années où j'avais cru aider, j'avais en réalité nourri une dépendance dangereuse. Quand tout fut terminé, il m'a tendu les documents pour signature. J'ai pris mon stylo, et chaque fois que mon nom se couchait sur la ligne prévue, j'avais l'impression de reconquérir un morceau de ma vie. À la sortie de la banque, l'air semblait plus léger. Je marchais sans hâte, presque en paix. Un petit café de quartier se trouvait à l'angle de la rue. J'y suis entrée, j'ai commandé une quiche encore tiède et un café crème. Je me suis assise près de la fenêtre et j'ai savouré chaque bouchée comme on savoure une victoire silencieuse. C'est alors que mon téléphone a commencé à vibrer. Une fois. Vanessa. Encore une fois. Richard. Puis encore. Vanessa. Je n'ai pas décroché. Leur panique ne m'appartenait plus. J'ai éteint le son et j'ai poursuivi mon café, comme si rien n'existait à part cette liberté nouvelle qui s'installait en moi. Je savais que ce que je venais de faire n'était que le début. Le luxe dans lequel il vivait n'était pas soutenable sans moi, et il était temps qu'il le découvre. En quittant le café, je me suis arrêtée un instant sur le trottoir. Le vent m'a apporté cette petite intuition, ce frisson qui vous dit que la suite est encore à écrire. Et je savais déjà vers qui me tourner. Il me fallait des réponses claires sur cette maison où ils vivent depuis des années, cette maison que j'ai achetée seule. Alors j'ai pris ma décision. Mon prochain rendez-vous serait avec mon avocat de confiance, Maître Dubois. Et ce lundi ne faisait que commencer. Lorsque je suis entrée dans le bureau de Maître Dubois, l'odeur du bois ciré et du papier ancien m'a immédiatement apaisée. J'avais connu cet homme pendant plus de 20 ans. Il avait réglé pour moi des dossiers délicats, toujours avec cette rigueur tranquille que j'admirais tant. Il m'a invité à m'asseoir et à ajuster ses lunettes avant de parcourir rapidement les documents que je lui avais apportés, notamment la copie de l'acte de propriété de la maison où Richard et Vanessa vivaient depuis des années. Madame Marie-Lourdes, tout est parfaitement clair. Sa voix était posée, mais ferme. La maison est à votre nom et vous en détenez l'usufruit viager. Votre fils n'en est que le nu propriétaire et son épouse n'a aucun droit direct sur le bien. Ils y vivent à titre gratuit, uniquement parce que vous l'avez décidé.
Vous pouvez, si vous le jugez nécessaire, exiger un loyer symbolique, envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception pour formaliser les nouvelles conditions, fixer des règles strictes de conservation du logement et, en cas de non-respect, engager une procédure d'expulsion. Je l'ai écouté en silence. Ce qu'il disait, je le savais déjà en partie, mais entendre la loi confirmer ma position donna à ma décision une solidité nouvelle. Ce n'était plus seulement une réaction émotionnelle à la cruauté de Vanessa. C'était une reprise légitime de ce qui m'appartenait. Maître Dubois, je souhaite que vous rédigiez une lettre de notification. Je veux que l'on y précise un loyer très modéré, bien en dessous du marché. Je ne cherche pas à les ruiner, mais à leur rappeler que rien n'est acquis sans respect. Je veux aussi annoncer que je procéderai désormais à des visites régulières du domicile afin de vérifier la bonne conservation du bien. Il a hoché la tête, déjà en train de griffonner quelques notes. Je peux préparer cela pour cet après-midi. Vous souhaitez que la lettre soit envoyée immédiatement? Oui, s'il vous plaît. Ils doivent comprendre que la période de la facilité est révolue. J'ai signé les autorisations nécessaires et suis sortie de son bureau avec une étrange sensation. Je n'étais pas légère, non. J'étais ancrée. Comme si mes racines, trop longtemps étouffées, retrouvaient enfin la terre ferme. En rentrant chez moi, la lumière commençait à décliner. Je pensais pouvoir boire un thé en paix, mais en approchant de ma porte, j'ai vu une silhouette assise sur les marches. Richard. Il avait le dos courbé, les coudes sur les genoux, la tête entre les mains. Lorsqu'il m'a entendu, il s'est levé d'un bond. « Maman, enfin, pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Les cartes ont été bloquées. La banque m'a appelé, la compte joint est vide, complètement vide. Qu'est-ce que tu as fait ?» Sa voix tremblait entre la colère et la panique. Je l'ai observé quelques secondes. Mon fils, 40 ans, père de 2 enfants. Et pourtant, ce visage, à cet instant, avait quelque chose du petit garçon qui venait me chercher en pleurant quand il se cognait le genou. Une part de moi voulait le prendre dans mes bras. L'autre savait que ce geste annulerait tout ce que j'essayais de reconstruire. « Entre, Richard. Nous allons parler calmement. » Dans ma petite cuisine, je lui ai servi un verre d'eau. Il n'a pas pris la peine de s'asseoir. « Maman, ce n'est pas possible. Vanessa était au salon quand sa carte a été refusée. Elle a dû partir à pied. Elle m'a appelée en pleurant. Tu te rends compte de la honte ?» J'ai posé la carafe et me suis appuyée contre le plan de travail. « Richard, j'ai vu les extraits. Tous. Les dépenses au salon de luxe, les sacs de marque, les restaurants hors de prix, les achats pour le chien. » Il a rougi, baissé la tête. « Maman, ce n'est pas toujours nous. Tu sais comment Vanessa est. Et toi ?» ai-je coupé doucement. « Toi, que fais-tu ? Tu restes silencieux quand elle me traite d'inutile. Tu fermes les yeux quand elle dépense ce que je gagne avec mes studios. Et tu viens maintenant me parler de honte ?» Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Je suis allé chercher dans mon sac l'enveloppe scellée que Maître Dubois m'avait envoyée en version préliminaire par courrier électronique. Je l'avais imprimée avant de sortir. Voici une notification. Un loyer symbolique. Rien qui ne vous mette par terre, mais assez pour rappeler que vivre dans une maison a des responsabilités. Il a pris l'enveloppe comme si elle brûlait. « Maman, tu ne vas pas nous faire ça ? Richard, je t'aime. Mais aimer ne veut pas dire tout accepter. À partir d'aujourd'hui, il y a des règles. Le respect, d'abord. L'indépendance financière, ensuite. Et enfin, je ne suis plus votre bonne à tout faire. Je suis la propriétaire de votre maison et la grand-mère de mes petits-enfants, pas votre porte-monnaie. » Il s'est assis, effondré, les coudes sur les cuisses. Je ne sais pas quoi dire. Moi, je savais. J'ai posé ma main sur son épaule. « Dis seulement que tu vas devenir l'homme que tu aurais dû être depuis longtemps. » Et même si mon cœur se serrait, je n'ai pas flanché. Parce que parfois, couper le cordon est la seule façon de sauver un fils devenu dépendant de sa propre facilité. Une semaine plus tard, un lundi matin encore frais, je me suis rendue sans prévenir à la maison de Richard pour effectuer la première visite annoncée dans la lettre recommandée. Je n'avais informé personne de mon arrivée. Le propriétaire d'un bien n'a pas besoin de prévenir lorsqu'il vient vérifier son propre patrimoine. En descendant du taxi,
j'ai immédiatement remarqué le jardin. Autrefois impeccablement entretenu grâce au jeune jardinier que je payais 2 fois par mois, il n'était plus que feuilles mortes, branches sèches et mauvaises herbes. Un premier signe d'abandon. J'ai sonné une première fois. Rien. Une deuxième fois, plus longuement. Les rideaux du salon ont bougé, et Vanessa a fini par apparaître au portail, vêtue d'un simple peignoir, les cheveux attachés en un chignon négligé, le visage marqué par des cernes profonds. L'arrogance habituelle n'avait pas disparu, mais elle semblait fissurée. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» a-t-elle lancé, la voix encore rauque de sommeil. « Vous n'avez pas le droit d'entrer comme ça. » J'ai ajusté mes lunettes, calmement. « Je suis chez moi, Vanessa, et j'ai annoncé dans la lettre que je ferais des visites régulières. Je viens vérifier l'état du logement. » Elle a tenté de se placer devant l'entrée. « Vous ne rentrez pas, sauf si vous ramenez le nouveau code de la carte ou une solution pour payer l'école. Sinon, faites demi-tour. Vous voulez que vos petits-enfants soient expulsés du collège bilingue? Ce sera votre faute. » J'ai senti une piqûre dans la poitrine. Elle savait viser juste, mais je n'ai pas bougé ni répondu à son chantage. « Laissez-moi passer, Vanessa, ou je fais venir un serrurier et la police et je vous garantis que les voisins en parleront pendant des mois. » Elle a pâli, puis s'est écartée en marmonnant une insulte à peine audible. En entrant dans la maison, j'ai eu un choc. Le sol du salon était couvert de jouets, de vêtements, de cartons. La table basse accueillait encore les restes de pizza livrés le vendredi soir, visiblement jamais jetés. La femme de ménage, celle que je payais toujours en temps et en heure, n'était clairement pas venue depuis longtemps. « La femme de ménage ne vient plus depuis plusieurs semaines, » lança Vanessa d'un ton sec. « Richard lui doit déjà 2 mois. Elle a dit qu'elle ne remettrait pas les pieds ici tant qu'elle ne serait pas payée. Et maintenant que les cartes sont bloquées, je suis censée faire tout toute seule. » Je ne lui ai pas répondu. Je suis allé droit vers la cuisine. Là, c'était pire encore. La vaisselle s'empilait dans l'évier, la graisse ancienne collait aux plaques de cuisson et la poubelle débordait. Quand j'ai ouvert le réfrigérateur, un souffle froid a glissé sur mon visage. Mais presque rien ne s'y trouvait. Quelques yaourts, une bouteille d'eau, un demi-citron et un reste de pâte sèche. Rien d'un foyer qui prend soin de lui-même. J'ai refermé doucement. « Où sont Pierre et Sophie ?»« À l'école, » a répondu Vanessa. « Pour le moment. Parce que si la mensualité n'est pas réglée cette semaine, ils seront renvoyés. Et ce sera de votre responsabilité. » Je l'ai regardé fixement. Ma responsabilité, c'est leur avenir, pas votre confort. À ce moment-là, la porte d'entrée a claqué et j'ai entendu des pas précipités. Richard est apparu, une grande boîte en carton dans les bras. Il avait les épaules affaissées, la chemise froissée et ses yeux brillaient d'un désarroi que je n'avais pas vu depuis son adolescence. « Maman !» Il s'est arrêté, incapable d'en dire plus, puis a posé la boîte au sol. À l'intérieur, j'ai aperçu une tasse avec son nom, quelques dossiers, un cadre photo. La boîte d'un homme renvoyé. « Ils m'ont licencié, » dit-il d'une voix cassée. « Mon rendement a baissé. Ils ont dit que j'étais distrait depuis des mois. Ils faisaient des coupes et mon nom était sur la liste. » Vanessa s'est approchée, paniquée. « Richard, dis-lui, on va perdre la maison, la voiture, tout. Elle a gagné, tu comprends? Elle a gagné !» Richard a passé ses mains sur son visage. « Maman, qu'est-ce que tu as fait? On ne peut plus payer rien. » J'ai senti mon cœur se contracter. Une mère n'est jamais insensible aux détresses de son enfant, même lorsqu'il est adulte. Pendant un instant, une minuscule voix en moi a voulu dire « Viens, mon fils, je vais arranger cela. » Mais cette voix était celle du passé, celle qui les avait enfermés dans la dépendance. Je me suis redressé. « Écoutez-moi tous les deux. La situation est difficile, oui. Mais ce n'est pas une raison pour sombrer. Premièrement, l'école et la santé des enfants seront désormais prises en charge directement par moi. Pierre et Sophie ne manqueront jamais de soins ni d'éducation, je vous le promets. » Vanessa a ouvert la bouche, stupéfaite. Deuxièmement, tout le reste est votre responsabilité. Le supermarché, l'électricité, l'eau, l'essence, les dépenses quotidiennes. Vous avez une télévision gigantesque, un second véhicule inutilisé, des sacs de marque.
Vendez-les. Faites ce que font les adultes quand l'argent manque. Vous travaillez, vous gérez, vous vous adaptez. Richard semblait frappé au ventre. Maman, je lui ai coupé la parole doucement, mais fermement. Richard, tu dois apprendre à tenir debout. Je suis là pour mes petits-enfants. Pour le reste, c'est à vous de construire votre propre stabilité. J'ai pris mon sac, prête à partir. Dimanche, je fais un déjeuner chez moi. Pierre et Sophie sont invités. Vous aussi, si vous apportez une petite dessert faite maison, simple, économique. Pas de dépenses inutiles. Je me suis avancée vers la porte sans attendre de réponse. Derrière moi, j'ai entendu Vanessa sangloter et Richard murmurer quelque chose que je n'ai pas distingué. En refermant la porte, j'ai senti mes jambes trembler, mais ce n'était pas de peur. C'était la force nouvelle qui se forçait un chemin à travers les anciennes faiblesses. Je n'avais pas sauvé mon fils. Je lui avais offert une chance d'apprendre enfin à se sauver lui-même. 6 mois ont passé depuis ce jour où j'ai laissé Richard et Vanessa face à leurs responsabilités. Ce matin-là, un dimanche lumineux, le taxi m'a déposé devant leur maison. Avant même d'ouvrir la portière, j'ai remarqué une différence frappante. Là où autrefois s'alignaient des fleurs décoratives achetées dans des jardineries hors de prix, je voyais maintenant une petite parcelle de terre travaillée avec soin. Des rangées de laitues, des tiges fines de ciboulette et même un pied de tomate bien chargé donnaient au jardin un air d'humble dignité. Une beauté utile, comme j'aime dire. La porte d'entrée s'est ouverte avant que je ne sonne. Pierre et Sophie ont accouru vers moi en riant, leurs bras entourant mes jambes comme si j'étais revenue d'un long voyage. Je les ai embrassés, puis j'ai aperçu Richard derrière eux. Il avait maigri. Sa chemise simple, tachée de peinture, disait tout de sa nouvelle vie. Lui-même repeignait les murs les week-ends, m'avait-il expliqué au téléphone. L'époque des dépenses extravagantes était révolue. Il m'a salué avec un sourire fatigué, mais franc. « Maman, entre. Fais attention au sol, la peinture n'est pas encore complètement sèche. » En traversant le salon, j'ai remarqué l'absence de la gigantesque télévision qui trônait autrefois au mur. À la place, une télévision plus ancienne, plus petite, mais propre et fonctionnelle. Richard a suivi mon regard. « Nous avons vendu l'autre le mois dernier. Cela a payé 2 mois de charges et l'épicerie. » Il n'y avait ni honte ni plainte dans sa voix, seulement la simplicité d'un homme qui apprend enfin à compter sur lui-même. Il m'a ensuite parlé de son travail. Je suis responsable de stock dans une petite entreprise de distribution. Ce n'est pas le salaire que j'avais avant, mais je rentre le soir avec la sensation d'avoir réellement travaillé. Cela vaut plus que je ne pensais. J'ai posé ma main sur son bras. Je suis fier de toi, mon fils. Il a baissé les yeux, les épaules un peu secouées, mais n'a rien dit. Parfois, le respect retrouvé tient dans un silence. Je me suis dirigée vers la cuisine. Là, j'ai trouvé Vanessa. Elle portait un tablier taché de chocolat, ses cheveux attachés dans un chignon pratique. L'odeur chaude du sucre et du cacao flottait dans l'air. Sur la table, une vingtaine de petits pots en verre étaient alignés, chacun rempli d'un gâteau encore tiède. Elle s'est retournée en m'entendant. Pendant un bref instant, j'ai vu l'ancienne Vanessa, prête à se défendre, à piquer, à écraser. Mais ce reflet a disparu aussitôt. À sa place, il y avait une femme fatiguée, concentrée, occupée à préparer quelque chose de ses mains. « Bonjour, Madame Marie-Lourde, » dit-elle, d'une voix moins dure que d'habitude. « Je prépare les desserts pour demain. Les bureaux du centre-ville me passent commande chaque semaine. Cela nous aide beaucoup. » Je me suis approchée. « Cela sent très bon. » Elle a hésité, puis a ajouté doucement « J'utilise votre recette de crème au chocolat. Celle que vous disiez qu'il fallait remuer lentement, avec patience. Je me suis souvenu que je m'étais moqué de vous ce jour-là. » Elle a baissé la tête. « Mais c'est la seule recette que mes clients préfèrent. Elle ne cristallise jamais. » Je n'ai pas relevé l'aveu. Je me suis simplement penchée sur la casserole où mijotait une crème brillante. Vous devez tamiser le chocolat avant de l'ajouter. Sinon, il fait des grumeaux. Et ajouter une pointe de sel, cela renforce le goût. Elle m'a jeté un regard bref, comme pour vérifier si j'étais sincère ou si je cherchais à la humilier. Finalement, elle a attrapé une passoire fine. Comme cela ?
Oui, exactement comme cela. Nous nous sommes mises côte à côte, chacune tenant une cuillère en bois. Le silence remplissait la pièce, mais ce n'était ni un silence lourd, ni un silence hostile. C'était celui d'un travail partagé, d'une paix fragile, presque timide, qui commençait à se tisser entre nous. Aucun grand discours n'a été prononcé. Aucun pardon solennel n'a été demandé. Il n'y avait pas besoin. À travers la vapeur douce du chocolat, j'ai compris que la vie avait fait son œuvre. La dureté des derniers mois avait poli leurs angles, comme la mer polit les pierres. Lorsque la crème a atteint la texture parfaite, Vanessa a coupé le feu. « Merci pour le conseil », murmura-t-elle. Elle n'a pas ajouté un mot, mais j'ai senti que c'était plus qu'une simple gratitude culinaire. Je l'ai aidée à remplir 2 pots. Elle travaillait avec soin, précisément, comme si chaque geste était un acte de reconstruction. Richard est entré dans la cuisine, les mains encore tachées de peinture. Il nous a observés un instant, et j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. De l'espoir. Peut-être que ce n'était qu'un instant, mais c'était un début. Et, en regardant ce petit foyer qui renaissait non pas grâce à mon argent, mais grâce à leurs efforts, j'ai senti une chaleur douce se répandre dans ma poitrine. Oui, 6 mois plus tard, enfin, le goût de l'effort remplaçait celui de la facilité, et c'était le parfum le plus précieux que j'ai respiré depuis longtemps. Ce dimanche-là, l'odeur du poulet rôti m'a accueilli dès que j'ai franchi la porte de la maison. Un parfum simple, chaleureux, sans prétention, mais chargé d'une fierté nouvelle. Richard et Vanessa avaient tout préparé eux-mêmes, avec leur propre argent, gagné par leur propre travail. Sur la table, il y avait des pommes de terre dorées au four, une bouteille de jus de fruits bon marché, mais bien frais, et 2 enfants rayonnants qui me saluaient avec leur sourire sans filtre. Pierre et Sophie portaient des vêtements simples, en coton, mais ils semblaient plus heureux que lors des jours d'abondance superficielle. Je me suis assise à la table qu'ils avaient dressée avec soin. Richard s'est placé en face de moi, Vanessa à mes côtés, et pour la première fois depuis très longtemps, je me suis sentie invitée comme une véritable convive. Richard n'a même pas sorti son téléphone. Au contraire, il parlait avec Vanessa de manière posée, presque complice. Il discutait du budget du mois, des courses à faire, des heures de travail à organiser, des tâches à répartir. Il n'y avait plus ce poids invisible de dépendance, plus cette tension qui surgissait lorsque leur train de vie dépassait leurs moyens. Je savais qu'ils payaient, désormais, chaque mois, le loyer symbolique que Maître Dubois avait rédigé pour moi. Un montant modeste, mais régulier. Je gardais chaque reçu dans une petite boîte en métal, non pas pour les contrôler, mais pour me rappeler que mon fils faisait enfin ses premiers pas solides vers la maturité. Voir son nom signé en bas de chaque versement me donnait un sentiment d'apaisement que je n'avais jamais imaginé ressentir. Le repas s'est déroulé dans une douceur presque inattendue. Les enfants racontaient leurs histoires d'école, leurs petites victoires, et je regardais Vanessa hocher la tête avec un sourire sincère. La tension qui autrefois enflammait la pièce semblait s'être dissipée, remplacée par une forme de calme qu'aucun luxe n'aurait pu acheter. À la fin du repas, j'ai commencé à me lever pour débarrasser la table par réflexe, mais Richard a posé une main sur mon bras. « Non, maman, reste assise, tu es notre invitée. » Puis Vanessa s'est levée à son tour. « Laissez-nous faire, Madame Marie-Lourde. Vous avez assez travaillé dans cette maison. » J'ai senti quelque chose se serrer dans ma gorge. Pas de tristesse, de reconnaissance. Je me suis rassise, les mains posées sur mes genoux, et j'ai observé ce couple que j'avais autrefois vu s'effondrer sous le poids du confort excessif. Maintenant, ils se reconstruisaient ensemble, un geste après l'autre. Vanessa est revenue quelques minutes plus tard, portant un petit pot en verre décoré d'un ruban modeste. « Dessert maison », dit-elle, légèrement gênée. « C'est la recette que nous avons préparée ensemble. J'ai suivi vos conseils, le chocolat tamisé, la pointe de sel. » Elle a avalé sa salive. « Merci pour les conseils et pour tout le reste aussi. » Même si je ne l'ai pas montré comme il fallait. Je ne lui ai pas demandé d'en dire plus. Parfois, l'essentiel se cache dans les mots non prononcés. Elle a posé le dessert devant moi et j'ai goûté. C'était parfait, doux, velouté, sans un seul grumeau. Je lui ai souri. Tu peux en être fière. Ses joues ont rosé légèrement et elle a retourné à la cuisine, visiblement soulagée. Plus tard,
Je me suis installée dans la petite chaise de bois qui se trouvait sur la terrasse arrière. Une chaise à bascule que j'aimais bien, car elle donnait sur le jardin, celui qui portait désormais les marques du travail de Richard. Le soleil déclinait lentement, caressant les feuilles de tomates d'une lumière dorée. Je me suis balancée doucement, laissant mes pensées se déposer en moi. Je n'ai jamais voulu détruire mon fils. Jamais. Je voulais seulement réveiller l'homme adulte qui dormait en lui depuis trop longtemps. Et je savais maintenant que l'amour ne consiste pas à donner sans cesse, ni à protéger de toutes les difficultés. Aimer, c'est aussi avoir le courage de dire non, de fermer le robinet, de laisser l'autre marcher seul, même s'il trébuche d'abord. Certains appellent cela de la dureté. Moi, j'appelle cela un héritage invisible. Un héritage qui ne s'achète pas, qui ne se transmet pas par testament, mais qui s'enseigne par la vie. Et maintenant, je vous parle à vous, qui écoutez mon histoire. Vous qui êtes peut-être mère ou grand-mère, et qui portez encore trop de choses sur vos épaules. Ne soyez pas la béquille qui empêche votre enfant adulte d'apprendre à marcher. Soyez la lumière qui montre le chemin, même si ce chemin commence par une route cabossée. Les enfants aiment être aidés, mais ils respectent seulement ce qu'ils apprennent à construire eux-mêmes. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.